2021, 2023, 2025, dois-je m'attendre à un prochain rapport pour 2027? Si on n'avance pas, qui sait? Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va avancer cette fois-ci? Est-ce que Gabriel Attal a lu votre rapport avant de dire qu'il n'en était pas question d'ouvrir le débat? On est sur un débat moral. Ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'il faut absolument lutter fortement contre les drogues et on ne dit pas le contraire. Dans ce rapport, on dit qu'il faut taper très fortement contre le trafic, qu'il faut protéger le consommateur, qu'il faut protéger ses jobbers, ses petites mains utilisées par les trafiquants. D'ailleurs, les ministres respectifs de l'Intérieur et de la Justice n'ont pas arrêté de dire qu'ils sont eux-mêmes utilisés. Et merci de votre présence ici. Il s'agit ici donc d'une présentation du rapport de la mission d'information que nous avons menée avec mon co-rapporteur Ludovic Mendes sur les 6 derniers mois et que j'ai mené pour ma part sur l'année qui vient de, enfin sur 1 an et demi en réalité, puisque c'est une mission d'information qui a été créée il y a 1 an et demi et qui a enjambé la dissolution. Je crois que ce rapport fait beaucoup parler, d'ores et déjà, compte tenu du fait qu'il propose une politique totalement différente de celle qui est mise en œuvre par messieurs Darmanin et Retailleau depuis maintenant plusieurs années, mais qui sont en fait dans la continuité de ce qui a été fait par le passé. Les amis, en Suisse, le commerce de cannabis est illégal et son trafic est géré par des réseaux criminels. Consommer du cannabis est donc totalement interdit, illégal, prohibé, répréhensible par la loi. Mais tout pourrait bien changer grâce à cette lettre. Donc l'idée, c'est de les sortir de cette manne de violence permanente. J'ai vu des vidéos d'enfants de Marseille, de 13 ans, maltraités dans des caves pour qu'ils rentrent dans le trafic. Ils n'ont pas la volonté à la base d'y aller. Donc on essaie de démonter un peu ce genre de choses. Et on fait un constat qui est un constat simple. On nous dit qu'il faut faire baisser la consommation. On met plus de moyens, ce qui est vrai. On a mis énormément de moyens sur la table. La consommation ne fait que s'augmenter. Nous avons décidé avec Monsieur Mendes, suite aux auditions que nous avons faites, de proposer un autre modèle. Un modèle qui prend acte de la situation actuelle, c'est-à-dire de l'incapacité des pouvoirs publics à lutter par la répression contre le trafic de stupéfiants, par la répression des consommateurs contre le trafic de stupéfiants. Et nous proposons pour notre part une manière de faire différente, c'est-à-dire de lutter contre les consommations, pas contre les consommateurs, d'essayer de faire baisser cette consommation par des logiques de prévention, c'est-à-dire d'éviter l'entrée dans la consommation de stupéfiants. Une fois que les personnes sont entrées dans la consommation de stupéfiants, de faire diminuer la consommation de stupéfiants, et pour les personnes qui sont dans des situations de dépendance, de pousser vers une sortie de la dépendance et vers un parcours de soins. Bon, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais le cannabis, c'est vraiment la drogue la plus consommée dans le monde. Et ça de très loin. Dites-vous qu'en 2021, il y avait déjà plus de 200 millions de fumeurs dans le monde. Et rien qu'en Suisse, 56 tonnes de weed sont consommées chaque année. 56 tonnes, vous savez, ça équivaut à 750 000 joints fumés par jour. Ça fait beaucoup. Depuis 30 ans, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, organisme public indépendant, mène régulièrement des enquêtes statistiques auprès de la population française. Qu'il s'agisse des adolescents ou des adultes, ces études visent à quantifier et à analyser les usages de substances psychoactives. En 2023, dans le cadre de l'enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes, l'OFDT a interrogé 14 984 adultes sur leur consommation de cannabis. Les résultats de cette enquête révèlent que le cannabis demeure la drogue illicite la plus consommée en France. On a multiplié par 2 la consommation de cocaïne, par 8 la consommation d'héroïne, et on a toujours autant de consommateurs de cannabis. 1 Français sur 2 a déjà testé. Et en quoi est-ce que la légalisation baisserait la consommation? Assécher les trafics, en partie. L'idée, c'est de transférer une partie du trafic sur du marché légal, qui est accompagné par l'État, où l'État définit un grammage maximum, ce qui se fait d'ailleurs en Allemagne, où on peut définir un taux de THC maximum, ou comme l'a dit tout à l'heure le vice-président de l'Assemblée nationale, Roland Lescure, au sein de la commission des lois, regardons ce qui a été fait au Québec, ça fonctionne. Voilà, je crois, comment on peut lutter efficacement contre la consommation. Et puis sur ce qui concerne la partie lutte contre les trafics, nous avons une série de propositions qui malheureusement, compte tenu de ces propositions que nous faisons, notamment vous l'avez vu sur la légalisation du cannabis et la dépénalisation de l'usage simple de stupéfiants, ces 2 propositions centralisent le débat public compte tenu de la violence qui existe à l'heure actuelle contre les consommateurs. Mais nous avons aussi un certain nombre de mesures qui proposent notamment de lutter contre le haut du spectre, de travailler sur la question du blanchiment, de la corruption, de l'entrée des substances illicites dans les ports.
Pourtant, en ce qui concerne l'usage récréatif, donc non médical, j'insiste, dans la plupart des pays, la loi interdit de posséder ou d'acheter du cannabis. Selon où t'es, tu peux soit te prendre une grosse amende, soit finir en prison, et il y a même des pays où tu risques la peine de mort pour ça. Mais imaginez maintenant que le cannabis devient légal. Il se passerait quoi ? Un adulte âgé de 18 à 64 ans sur 2 a déjà fumé au moins une fois du cannabis dans sa vie. 43,4% des femmes contre 57,6% des hommes. En 2023, 10,8% des adultes ont déclaré avoir fumé du cannabis au cours des 12 derniers mois. En 25 ans, ces usages du cannabis au cours des 12 derniers mois ont nettement progressé aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On propose une agence nationale qui permettrait de réguler de la production de base avec le monde agricole jusqu'à la distribution. Et cette agence mettrait en place un système de licences. Ça existe pour des pharmacies spécialisées, ça existe pour le bureau de tabac. On a des licences 4 pour vendre de l'alcool dans un bar, on a des licences restauration pour vendre de l'alcool dans les restaurants. Donc on sait faire dans notre pays. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter une autre vision des choses. On veut une vision où, pour une fois, on n'est pas simplement sur le sécuritaire, mais on est sur la santé publique. On n'entend jamais le ministre de la Santé parler de ces sujets. Et je ne doute pas du fait que vous aurez énormément de questions aussi sur ces sujets-là, mais je laisse peut-être la parole à mon co-rapporteur Ludovic Mendes pour vous donner des éléments supplémentaires sur ce rapport. Donc, bonjour à toutes et à tous. Remercier d'abord Antoine, parce que malgré ce qu'on peut croire, un macroniste et un insoumis, ça paraît plus compliqué pour travailler ensemble. Et on a commencé cette mission sans idéologie, sans dogme, et on s'est juste dit qu'il fallait fermer aucune porte. Bon, Sacha l'a dit avant, en Suisse c'est interdit. Mais en vérité, c'est interdit que pour 99,9% de la population. En fait, il existe actuellement un projet de recherche qui autorise exceptionnellement 0,1% de la population à acheter et à consommer du cannabis en toute légalité. Et vous savez qui y a parmi ces 0,1%? C'est moi, et je vais vous expliquer comment j'ai atterri dans le projet. Fumer quotidiennement du cannabis concerne en 2023 2% des adultes, 2 fois plus qu'en 2000. Depuis 20 ans, la consommation au cours des 12 derniers mois des plus jeunes a diminué de 4 points, tandis qu'elle a progressé parmi les adultes plus âgés. Ainsi, ceux de 55-64 ans sont aujourd'hui 3 fois plus nombreux à en consommer qu'en 2000 au cours des 12 derniers mois. Ce qu'il faut, au contraire, c'est continuer de lutter. Ça n'est pas parce qu'on est arrivé au constat qu'on consomme plus qu'il faut abandonner toute politique publique. Vous imaginez le message que vous adressez à la population, c'est qu'il serait possible donc de se droguer et que le renoncement serait maintenant ce qu'il devrait prévaloir en matière de politique publique. On laisse les gens se droguer au tabac. Hein. Oui, mais ça c'est le grand argument de créer l'équivalence entre l'alcool et les drogues et de dire que, au fond, ceux qui seraient contre seraient des prohibitionnistes. On voit bien la métaphore qu'il y a derrière et l'intention qu'il y a. Maintenant, le caviste n'est pas un dealer et le viticulteur n'est pas non plus un producteur de coca. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Est-ce qu'il y a des gens ici qui fument de l'herbe? De la bœuf? Ok, moins enthousiaste, du coup, ok. Peut-être c'est une mauvaise question. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont un ami qui fume de l'herbe? Un ami! Voilà, c'est ça. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs États maintenant aux États-Unis où la bœuf est complètement légale. Pour n'importe qui ayant plus de 21 ans, qui est exactement le même âge, pour pouvoir boire de l'alcool et avoir une âme à feu. Donc dans ces 8 États, on fait tout ce qu'on peut pour que votre 21e anniversaire soit votre dernier. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces conclusions. Et bien entendu, on comprend que 2 propositions sur les 60 fassent beaucoup parler. L'objectif que nous avons eu, c'était de faire un état des lieux de la politique de lutte contre les stupéfiants. Et quand on regarde sur les 30 dernières années, je crois qu'on l'a écrit, c'est un échec politique, un échec institutionnel. Pourquoi? Parce que quand on passe son temps dans les médias à expliquer qu'on doit lutter contre la consommation de drogue dans notre pays, fermer les points de deal et faire en sorte que les trafiquants aient moins de ressources, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est qu'un Français sur 2 a consommé du cannabis, c'est que la consommation de cocaïne a été multipliée par 2, que la consommation d'héroïne a été multipliée par 8, qu'il y a toujours autant de places de deal et que les trafiquants sont de plus en plus riches et que l'État est de plus en plus en difficulté. Déjà, pour participer à l'étude, il y a plusieurs conditions. Pour le projet pilote qui se déroule dans le canton de Vaud, il faut avoir plus de 18 ans, être domicilié à Lausanne, être déjà consommateur de cannabis et ne pas être enceinte. Normalement, ça devrait être bon. Ensuite, une fois que le formulaire en ligne est rempli, j'ai été convoqué.
Ouais, je sais. J'ai été convoqué à un entretien de 45 minutes avec les responsables du projet. Pendant cet entretien, on m'a posé des questions sur ma motivation à faire partie du projet et sur ma consommation du cannabis. En gros, ils veulent s'assurer que tu réponds à tous les critères et que tu vas pas faire des dingueries avec le produit. L'idée, c'est d'assécher le business, c'est-à-dire qu'il y ait moins de dealers. Oui, et vous croyez sincèrement que, alors que le marché de la drogue représente 4 milliards d'euros par an, c'est-à-dire l'équivalent de la filière brassicole, puisqu'on veut des équivalences avec l'alcool, à chaque fois que quelqu'un consomme une bière avec modération, vous avez une autre personne qui se drogue dans ce pays. Vous pensez sincèrement qu'en légalisant une part, une petite part, une infime part au fond, du marché du cannabis, alors maintenant on nous parle peut-être d'autres drogues, peut-être la cocaïne, vous arriverez sincèrement à empêcher ceux qui vendent de vendre. Mais moi, je suis pour la légalisation du cannabis parce que je trouve ça hypocrite qu'on accepte le tabac et l'alcool, mais pas la bœuf. Parce que 50 000 personnes par an en France meurent à cause de l'alcool. Et c'est encore plus à cause du tabac. Tandis que c'est 0 à cause du cannabis. Parce que tu ne peux pas mourir en fumant de la bœuf. Si tu essayais de te suicider en fumant de la bœuf, tu perdrais la motivation bien avant. Et dans ces propositions que nous avons faites, il y a 2 sujets qui nous importent énormément, malgré les débats sur la légalisation et la dépénalisation. C'est la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. On a un vrai sujet de fond, une vraie lame de fond, même je dirais, sur le blanchiment d'argent et la corruption. On se rend pas compte, mais un docker qui laisse une carte d'accès pour qu'on puisse ouvrir une porte, c'est de la corruption. Un douanier qui va consulter un fichier, c'est de la corruption. Et spoiler, j'ai assuré. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu ma carte d'acheteur. Je vais donc pouvoir faire partie du projet pilote et acheter du cannabis en magasin. Bon, je vous rappelle que cette expérience est réalisée et encadrée par des professionnels. Consommer du cannabis, ça peut être dangereux pour la santé. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors les substances psychoactives, en règle générale, c'est toujours dangereux. Bon, je lui ai quand même demandé de développer un peu plus. Tu as une série de problèmes qui sont associés au cannabis. C'est une substance pas comme les autres. Il faut faire attention. Ludovic Mendes, votre réponse. Au-delà de ça, le débat est intéressant. Je l'entends, ce scepticisme, et je l'entends de la part de tout le monde. Moi, c'est pas une volonté idéologique ou dogmatique. C'est basé sur des faits scientifiques et autres. On nous explique que le cannabis est beaucoup moins dangereux. Vous l'avez dit aussi, ça a été dit par tous les scientifiques et tous les médecins. D'ailleurs, on a mis en place l'expérimentation du cannabis thérapeutique. C'est la même plante, c'est les mêmes molécules. Donc, ça prouve bien qu'il y a un impact positif aussi sur l'être humain. On doit protéger les plus jeunes. Et malgré ce que vous dites, les primo essayants aujourd'hui ne sont pas les plus jeunes. La consommation de drogue chez les mineurs n'a jamais autant baissé. Mais c'est vrai que ça peut tuer des neurones. Ok, mais il faut savoir qu'un manque de neurones n'a jamais empêché qui que ce soit d'aller très loin aux États-Unis. Hashtag Donald Trump. Mais je comprends pourquoi on ne peut pas ôter l'alcool au peuple français. Ça fait trop partie de votre identité. Parce que sans alcool, ça ne veut dire pas d'apéritif avant le repas. Ça ne veut dire pas de vin pendant le repas. Ça ne veut dire pas de digestif après le repas. Je pense que sans alcool, le Français mourrait de faim. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas assez bien quantifié parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir savoir qui a été condamné pour corruption, étant donné que le code pénal est un peu trop compliqué sur le sujet. Et on a un deuxième point qui nous importe énormément, c'est le blanchiment d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un marché de trafiquants mondial qui pèse entre 400 et 1000 milliards de dollars. Dans notre pays, on estime que c'est 4 milliards d'euros juste pour le trafic de drogue, hormis les autres trafics. C'est pas bon pour tes poumons. Tu as aussi le risque d'un bad trip. Tu peux te sentir hyper mal avec du cannabis. Puis le troisième, c'est les problèmes de santé mentale. Alors la dépendance, bien sûr, des psychoses, la schizophrénie, surtout chez des sujets fragiles. Et puis il y a aussi des gens qui se soignent avec le cannabis ou qui pensent se soigner, c'est-à-dire qui ont des problèmes de santé mentale, qui sont dans un état par exemple dépressif et qui pensent que le cannabis les aide, mais souvent c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait ça péjore leur situation. Où eux ils ont l'impression que ça va mieux, mais en fait ça va pas mieux. Et d'ailleurs, et c'est mon collègue Antoine Léaumont qui le racontait encore tout à l'heure, et parce qu'on nous l'a dit à plusieurs reprises, les influenceurs sur les réseaux sociaux y participent beaucoup. Ne pas fumer, ne pas consommer d'alcool, ne pas consommer de drogue. Donc ça a un impact plutôt positif et on doit le valoriser. L'objectif aujourd'hui, c'est d'assécher. Plus de 60% du marché du trafic, c'est le cannabis. Et la majorité des gens qui consomment
s'ils peuvent avoir un endroit ou un plan chez eux, ou un club cannabique pas très loin, ou une pharmacie agréée, ils iront là-bas. Ils ne prennent pas plaisir à aller acheter ça dans la rue, en bas d'un immeuble, ou alors de se faire livrer chez eux avec le risque qu'ils prennent avec. Coucou mamie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est la même nouvelle, hein. Pour moi c'est une bonne, pour elle, elle va peut-être un peu faire la gueule. J'ai arrêté la bœuf. Ouais, c'est elle qui m'a tout appris. Je me permets de rappeler que ma grand-mère est une 68arde expatriée dans les Pyrénées depuis les années 70. Elle tricote un tout petit peu moins bien qu'elle ne roule. Malheureusement, le blanchiment d'argent aujourd'hui, ce qui est mis en place, même si ça fonctionne en partie, ce n'est pas suffisant pour remonter les filières. Et nos enquêteurs, nos juges, qui font un travail formidable au quotidien, sont démunis et dépassés, dans le sens où ils n'ont pas suffisamment de temps, parce qu'ils passent beaucoup trop de temps sur les petits jobbers, sur les petites personnes utilisées par les trafiquants, plutôt qu'à d'aller chercher le blanchisseur ou les personnes qui blanchissent énormément d'argent. Lui, c'est le co-responsable d'Addiction Suisse qui va mener l'étude à Lausanne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le but de ce projet, c'est de répondre à cette question. Si demain le cannabis devient légal, ça se passerait comment? Et ça aurait quel impact sur les gens qui en consomment? Le constat est similaire pour l'usage quotidien. Les niveaux de consommation les plus importants s'observent parmi les jeunes adultes. Toutefois, les plus âgés déclarent de plus en plus en fumer tous les jours. Ainsi, la consommation de cannabis en France parmi les adultes a fortement progressé dans les années 2000-2010, mais s'est stabilisée depuis. Si elle reste toujours très prégnante parmi les jeunes générations, elle concerne désormais de plus en plus souvent les adultes au-delà de 40 ans. Cette réalité-là, personne n'en parle. Les États-Unis, pendant des années, ont mis des milliards de dollars. Ils ont créé une agence spécialisée fédérale, le FBI s'est mis dessus, la CIA s'est mis dessus, pour qu'à la fin, on ait 38 États qui finissent par légaliser la consommation de cannabis. Et je ne le prends pas pour exemple, parce qu'au Colorado ou en Oregon, il y a une surconsommation, parce qu'en fait, c'est trop libéralisé, que même Coca-Cola a investi là-dedans. Ce n'est pas du tout l'idée que nous défendons, c'est de mieux protéger le consommateur. Et à qui vous allez vous pouvoir justement vous exprimer si vous trouvez que votre produit n'est pas de qualité, ou vous n'avez pas le bon dosage de THC aujourd'hui? À personne. Vous n'êtes pas pris en charge, vous n'êtes pas accompagné. Et on veut déplacer vers le médico-social que vers la sécurité et vers la justice. C'est quoi la laine que tu utilises, mamie? La White Widow? C'est pour ça que ça tient chaud. J'ai la meilleure grand-mère du monde qui m'a aimé autant qu'elle a fumé. Qu'est-ce qu'elle m'aime? Je crois qu'elle sait même pas que c'est illégal. Quand on lui dit ça, c'est comme dire à un Anglais que la bière, c'est de l'alcool. Bullshit. Et on s'est rendu compte, grâce à certaines déclarations qui ont été faites, que le blanchiment d'argent concerne tous les trafics et que les blanchisseurs sont souvent les mêmes. Donc on peut faire un gros travail sur le blanchiment d'argent qui arriverait sur le narcotrafic, sur la lutte contre la traite humaine, contre la vente d'armes et aussi la défiscalisation de certaines personnes qui habitent les beaux quartiers de certaines de nos villes. Et ça, c'est important à rappeler. Bon, les amis, aujourd'hui est un grand jour. Je me rends pour la première fois au magasin. Je vais acheter mes premiers grammes de cannabis. Cette phrase n'a aucun sens. Le shop, il est à Chaudron, plein centre-ville de Lausanne. Donc je vais voir un peu à quoi il ressemble. Il est dans une petite rue et je n'ai aucune idée de quelle dégaine il a, le shop. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Ça va très bien. Je viens acheter mes premiers grammes de cannabis. Donc voilà. En fait, il y a une question un peu de fond, c'est est-ce que la drogue participe au progrès social, au progrès d'une société? Est-ce que la consommation de drogue fait progresser la société et l'humanité? Je ne le crois pas. Donc pourquoi vouloir avancer à tout prix dans ce sens? Et à cet égard, sur les... Je suis pas sûre qu'on puisse dire que le tabac et l'alcool fassent progresser la société. Précisément pour ça, pourquoi vous voulez ajouter encore d'autres substances? Dans l'enquête que vous citez du CEVIPOF, et je vous remercie de le faire, on a posé cette question aux Français. C'est au fond, est-ce que, après tout, on pourrait considérer qu'au nom de la liberté à disposer de soi-même, il y aurait un droit à se droguer? Elle serait un petit peu déçue de cet arrêt parce qu'elle pourra plus faire sa blague préférée, quoi. À chaque fois qu'on lui demande ce que faisait son petit-fils dans la vie, elle disait bah il est chroniqueur France Inter. Elle m'a donné goût à la bœuf et au jeu de mots. Je suis vraiment désolé. Ce qui est bien, c'est que ça me manque pas trop, quoi. Après, peut-être que j'en parle un petit peu trop pour quelqu'un de totalement sevré. C'est vrai qu'on parlait d'une vraie addiction, quoi. Il faut en avoir conscience. Moi, je pars du principe qu'on est tous addicts à quelque chose. C'est juste qu'il y a des addictions plus ou moins néfastes, j'ai l'impression. Et juste un dernier point.
Les propositions que nous faisons ne sont pas ni dogmatiques, ni idéologiques. À partir du moment où on fait un constat d'échec sur des politiques de répression, qu'on fait un constat que le consommateur de drogue est abandonné, se retrouve à faire des allers-retours en prison et n'est jamais pris en considération par le système médical, que le ministère de la Santé n'a jamais voix au chapitre, alors que dans tous les pays d'Europe autour de nous, c'est le ministère de la Santé qui donne des informations, des considérations et des évolutions sur le sujet. D'ailleurs, le ministre de la Santé suisse, hier matin, a ouvert la voie de la légalisation en Suisse. Je ne suis pas certain qu'on puisse dire que la Suisse est un pays laxiste. Donc aujourd'hui, on a 3 produits sur 4. Ok. Alpha, c'est 5%, donc on est à peu près un taux de CBD et THC équivalent. Ok. Après, donc on a la bêta qu'on va recevoir dans quelques jours. Gamma 10-15, c'est l'équivalent de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché noir à Lausanne. Ok. Et après, on va avoir la delta qui va être la plus forte disponible. Pour le premier achat, je vais prendre de tout. Merci. Et que, après tout, ceux qui se droguent peuvent le faire et qu'on ne devrait pas s'en préoccuper. Les Français répondent à plus de 70% non, en disant on ne souhaite pas. Il faut combattre la lutte, le trafic de stupéfiants, la consommation en France. Du tout, au contraire, c'est d'éviter qu'il y ait un première entrée dans la consommation et de pouvoir les sortir. Quelqu'un qui prend de la cocaïne régulièrement ou de l'héroïne, il est malade, il faut l'accompagner, comme un alcoolique qui consomme beaucoup trop, comme quelqu'un qui est dépendant au tabac. Il y a des gens addicts au sport. Bon, ils sont en bonne santé, mais ils s'endorment en position gainage. Le sommeil n'est pas hyper réparateur, mais j'ai des obliques. Moi, je suis addict aux accents aussi. Ouais. Ça fait 3 chroniques que ça me gratte. Maintenant, je vais vous parler comme ça. Je me cantonne aux accents des peuples colonisateurs quand même, pour des raisons éthiques. Je suis un peu la version wok de Michel Leb. Je crois que Michel Leb, il sait pas ce que c'est un wok, ou alors il va dire que c'est une grosse poêle dans laquelle on met des légumes. Donc, on cherche, nous, à inventer un nouveau paradigme pour que dans les 30 prochaines années, parce que on a moins de 40 ans tous les deux, la politique change et qu'on apporte des réponses qui fonctionnent. En l'état, depuis qu'on est gamin, on nous explique qu'on va éradiquer la drogue dans notre pays et on vient de vous démontrer que ça ne marche pas. Bon, les amis, le shop, il est assez clean. T'as plus l'impression d'être genre chez l'opticien que dans un magasin pour acheter du cannabis. Bon, je sais pas vous, mais moi je m'attendais peut-être à avoir des grosses feuilles de cannabis sur les vitres, etc. Et c'est pas du tout le mood. Tout l'aspect sensibilisation, dialogue autour de ta consommation fait vraiment partie de tout le projet. C'est pas juste, ok, tu viens t'achètes ton cannabis et tu retournes chez toi. L'idée, c'est vraiment accompagner les gens dans leur achat, dans leur consommation. Mais le fait de se dire que là, je peux l'acheter en toute légalité comme ça, je me demande si ma perception du cannabis va changer ou pas. Oui, mais justement, on parlait du cannabis, on disait que c'était moins dangereux. C'est pas le cas de la cocaïne. Et pourtant, vous proposez de dépénaliser la détention de moins de 3 grammes. Il y aura une amende entre 3 et 6 grammes et un passage devant le juge au-delà de 6 grammes. Alors, votre collègue Antoine Léaumont lui s'oppose à une amende au-dessus de 3 grammes. Mais donc, avec moins de 3 grammes, on doit passer devant non pas devant un juge, mais un médecin. Vous pensez vraiment que ça va dissuader ça les On s'est servi de ce qui a été fait au Portugal il y a 20 ans. Et ça fonctionne. Le Portugal avait un gros problème de consommation d'héroïne, mais vraiment très grave. Et grâce à cette dépénalisation et l'obligation de soins et d'accompagnement en termes médico-social, ils ont réussi à endiguer ce phénomène chez eux. Et deuxième point, c'est que je voudrais dire à M. Retailleau que nous parlons de modèles qui sont des modèles qui fonctionnent. Et justement, ce que nous faisons dans ce rapport, c'est d'étudier les modèles de légalisation qui ne fonctionnent pas pour essayer de ne pas reproduire les modèles qui ne fonctionnent pas. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des modèles de légalisation qui ne fonctionnent pas. Il y a un certain nombre de règles à mettre en place pour que ça fonctionne. On a d'ailleurs un désaccord avec mon co-rapporteur Ludovic Mendes sur la place de l'État dans le système de vente du cannabis. Mais on est d'accord sur un certain nombre de points, et notamment sur les objectifs qui doivent être mis en œuvre, à savoir des politiques de santé publique. Nous voulons lutter contre la consommation, pas contre les consommateurs. D'ailleurs, moi, c'est l'une de mes craintes principales, mais moi, j'ai peur de consommer plus. J'ai peur de consommer plus que ce que je consomme. C'est une des questions de l'étude. C'est chez des consommateurs existants adultes, est-ce que si on leur met à disposition une vente de cannabis, ils se mettent à consommer plus? Donc on va avoir la réponse à cette question. On va la voir, c'est vraiment un des objectifs de savoir ça, parce que c'est un des critères de décision sur la légalisation ou non. Maintenant, une des questions que tu poses peut-être aussi, c'est est-ce qu'il y a une incitation indirecte? Est-ce qu'en faisant ce genre d'essai, on encourage les non-consommateurs à consommer du cannabis qu'ils iraient acheter sur le marché noir? Donc on pense que c'est faisable. L'idée, c'est de dire, au lieu de se retrouver devant un agent de police ou un juge, on se retrouve devant un médecin et qu'on soit pris en charge et accompagné. On a les moyens aujourd'hui en termes de santé publique, mais on ne se donne pas suffisamment les moyens de pouvoir accompagner le consommateur.
la drogue sera saisie. On ne dit pas qu'ils vont consommer. C'est juste le fait de pouvoir avoir sur soi 3 grammes, de se faire attraper par la police et derrière d'avoir une obligation de soins et de suivi. Il en existe sous toutes les formes. La gélule, l'huile essentielle et même le liquide pour cigarettes électroniques. Cela fait près de 10 ans que le CBD est disponible à la vente légale en France. Mais aujourd'hui, l'Agence nationale de sécurité du médicament alerte. Cette molécule ne fait pas bon ménage avec de nombreux médicaments. Je voudrais que tout le monde retienne bien cette phrase. Parce qu'en réalité, si vous luttez contre les consommateurs, on a l'exemple de, à l'heure actuelle, ce qui se passe. Vous luttez contre les consommateurs, vous mettez des amendes. Est-ce que ça fait baisser la consommation de drogue? Réponse, non. Donc peut-être qu'on peut essayer autre chose. Peut-être qu'on peut essayer des politiques de prévention. On n'a jamais essayé en France. Par contre, il y a d'autres pays qui ont essayé et ça fonctionne. Je ne sais pas, est-ce qu'on pense que les Portugais sont très différents des Français sur, je sais pas quoi, le plan intellectuel? Bah, a priori pas. Donc, si ça fonctionne au Portugal, si ça fonctionne dans d'autres pays, il me semble qu'il est temps que nous mettions en place ce qui fonctionne aussi dans le nôtre. Moi, je ne peux pas garantir que ce ne soit pas le cas, mais ce que nous, on sait de toutes nos études, c'est que si tu commences à consommer du cannabis, c'est en règle générale parce que tes copains en consomment et puis parce qu'ils t'incitent un peu à consommer. Ce n'est pas parce qu'on fait un essai pilote que les gens ils vont se mettre à consommer du cannabis. Par contre, si on légalise le cannabis et qu'on commence à le vendre comme on vend l'alcool aujourd'hui en Suisse, alors là, on va inciter les gens à en consommer, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que, sur le plan social, il est favorable d'avoir des affiches en 4x3 qui, à la sortie d'un rond-point, encouragent à la consommation? Vous en verrez? Ça ne sera pas le cas. Pas, parce que c'est écrit dans le rapport. C'est le cas dans le Colorado. Expliquez-nous Mais on n'est ça. pas dans le Colorado. L'idée, c'est comme le tabac et l'alcool. On n'a pas le droit de faire de publicité aujourd'hui pour qu'on le fraye de la drogue. On n'a pas le droit de vendre à proximité d'une école pour qu'on le fraye de la drogue. On n'a pas le droit de consommer trop fort dans l'espace public. On ne veut pas de consommation dans l'espace public. L'idée, c'est justement de faire en sorte que on arrête d'avoir un débat plutôt de les prendre comme des délinquants et les traiter comme des victimes. C'est très bien que finalement ils prennent quelques précautions quand même, c'est bien. Ça sollicite le médecin qui doit nous interroger un petit peu plus sur notre vie du quotidien peut-être. Au total, 17 familles de médicaments sont concernées. On y retrouve notamment les analgésiques, les antidiabétiques, les antibiotiques et les antidépresseurs. Alors on ne dit pas qu'il ne faut rien faire, au contraire, dans les préconisations, on renforce, on va améliorer les qualités au niveau de la justice, on donner plus de moyens au GIRS, au GINALCO, mais en l'état on nous explique qu'il faut un PNACO, qu'il faut faire autrement, sauf que le autrement est la même chose que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, et le seul autrement qui est proposé, c'est notre vision des choses, c'est un autre paradigme. Pourquoi on dit ça? Parce que tant qu'on ne changera pas d'avis sur le consommateur, qu'il ne sera pas traité en termes de santé publique, qu'il ne sera pas accompagné en termes de santé publique, en termes médico-social, il continuera à consommer. Et ça, dans toutes les sphères. Si on revient un petit peu à Sacha, en fait, est-ce qu'il peut consommer, par exemple, accompagné, avec des amis, etc., ou pas du tout? C'est la loi fédérale qui le dit. Le cannabis qu'il achète, c'est pour sa consommation personnelle et il n'a pas le droit de consommer dans l'espace public. Voilà. Maintenant, nous, on ne va pas courir après les gens pour s'assurer de ça, mais s'il se fait attraper à ne pas respecter ces règles, et notamment s'il revendait son cannabis, nous, on va devoir l'exclure de l'essai. Ça, c'est une réalité qu'on n'a jamais posée dans notre pays parce que ça fait 30 ans qu'on nous explique qu'il faut taper sur le consommateur comme on tape sur le vendeur de drogue. Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit la réalité de la consommation dans notre pays, ça ne fonctionne pas. Et c'est quand même le ministère de la Santé suisse, ce matin, qui a annoncé que c'était une bonne chose pour protéger les Suisses suite aux problèmes de consommation de drogue qu'ils ont dans leur pays. On veut juste un débat qui soit posé différemment. Je pense qu'il faut une forme de courage pour changer de paradigme dans notre pays, de se dire que oui, il faut lutter fortement contre les narcotrafiquants parce que ce qu'ils font peser d'un point de vue politique et social dans notre pays, c'est très grave et très dangereux, et en même temps d'accompagner le consommateur qui depuis des années est victimisé et n'est jamais sorti malgré tout du système de consommation. Si on double la dose d'un antidépresseur en prenant du CBD, il peut y avoir des effets secondaires très lourds comme la nausée, les diarrhées, les maux de tête. Certains vendeurs de CBD, eux, décident tout bonnement de refuser certains clients en fonction des risques sur leur santé. Quelqu'un qui est suivi par un cardiologue, moi je ne lui vends pas. Même s'il en veut, je ne le vendrai pas. Quelqu'un qui est hémophile, c'est la même chose. La NSM demande aux personnes sous traitement et prenant du CBD de le signaler à leur médecin qui en tiendra compte dans sa prescription. Prenons volontairement l'exemple de De Chavannes ou Palmade qui sont en ce moment cités dans la presse. Ils ont tous dit être sortis et être retombés. Être sortis et être retombés. On parle de personnes qui ont des moyens financiers,
Et malgré tout, ils ont des difficultés à s'en sortir. Imaginons ceux qui n'ont pas les mêmes moyens financiers pour pouvoir s'en sortir. L'État ne les accompagne pas. J'ai des exemples où les personnes n'ont fait que des allers-retours en prison. Ça ne marche pas. Ça ne répond pas aux besoins. Et en plus, ils se marginalisent de plus en plus, créent une forme de délinquance et se retrouvent dans des grandes difficultés. Est-ce que Sacha, de son côté, il peut cultiver aussi du cannabis ou pas du tout? Il n'a aucun droit de cultiver du cannabis. Là, son seul droit, si tu veux, dans le cadre de l'essai pilote, c'est de venir en acheter chez nous et de le consommer chez lui ou dans d'autres sphères privées, de le consommer comme ça. Quel est le but derrière ce projet, en fait? Alors le but de ce projet, c'est de voir qu'est-ce qui se passe avec des gens qui achètent aujourd'hui du cannabis sur le marché noir, des adultes. Qu'est-ce qui se passe si on leur met à disposition du cannabis contrôlé dans un lieu de vente légal? Est-ce que ces gens-là vont augmenter leur consommation, vont diminuer leur consommation? Est-ce qu'ils vont accepter d'acheter dans un marché légal plutôt que d'être dans un marché illégal? C'est ça les grandes questions qui se cachent derrière ce projet pilote. Donc le président de votre parti, Gabriel Attal, quand il refuse d'ouvrir ce débat, il manque de courage. Je dirais pas qu'il manque de courage, c'est un choix. Il y a un débat qui se pose à Renaissance. Il faut du courage. Non, mais il y a un débat qui se pose à Renaissance. Il y a même un débat qui se pose chez les jeunes avec Macron. D'ailleurs, Ambroise Méjean a pris la préposition à plusieurs reprises. On a porté le débat aussi en interne. C'est compliqué comme débat aujourd'hui. Moi, j'ai des collègues avec qui on échange qui me disent je ne sais pas me positionner sur le sujet. C'est une réalité aussi. Donc voilà pourquoi on propose ça à Bruno Retailleau et à Gérald Darmanin. Il y a un texte narcotrafic qui va être étudié le 7 mars en commission des lois, qui vient du Sénat, qui a été voté à l'unanimité. On l'a critiqué en partie, on l'a félicité sur la majeure partie. On a des préconisations qui sont présentes dans ce rapport qui peuvent aller dans ce texte. Je pense qu'on peut travailler ensemble sur le sujet. C'est transpartisan, on est rapporteur d'une mission d'information. Et je crois qu'on va être en capacité de convaincre certains de nos collègues de dire que toutes les propositions qui sont de juste on met de côté la justice, on met de côté la police et tous les autres, ça ne peut pas fonctionner. C'est soit on travaille tous ensemble, et on arrive à avoir une véritable task force qui lutte contre le haut du spectre des narcotrafiquants, soit on continuera à subir la politique des narcotrafiquants. Toi, tu achètes du cannabis sur le marché noir, tu ne sais pas ce que tu as comme produit, et puis personne ne te parle. Personne ne te parle de prévention, de réduction des risques, etc. sur le marché noir. Ça ne se fait pas. En faisant un marché légal, tu récupères la qualité des produits, tu récupères l'argent du cannabis, et puis la dernière chose, c'est que tu parles aux gens. Les gens qui ont une dépendance au cannabis, on essaye de les avoir dans le cadre du projet. On leur parle de cette addiction et on a un médecin référent à disposition auquel ils peuvent s'adresser pour voir si cette addiction peut être prise en charge au plan médical. Je veux des spécialistes, et les spécialistes, les addictologues aujourd'hui nous expliquent que c'est moins dangereux de légaliser le cannabis, d'encadrer la vente de cannabis, que de laisser la situation que nous connaissons actuellement. La réalité, c'est qu'il y a aussi un lobby commercial assez puissant derrière la légalisation du cannabis, parce qu'il y a des intérêts financiers de ceux qui voudraient exploiter ça commercialement. Non, je ne dis pas vous personnellement, monsieur le député. Je dis qu'il y a des personnes qui auraient intérêt à vendre, et après, c'est où vous mettez la limite. Le cannabis, puis la cocaïne, on est en train de nous en parler, puis après, c'est quoi? Les drogues de synthèse? Ta gueule! Par exemple, on nous dit la légalisation du cannabis, ça pousserait à d'autres usages de drogue. Et on commence par légaliser le cannabis, et ensuite les gens vont entrer dans d'autres types d'usages. Pardon, mais c'est ce qui se produit à l'heure actuelle avec les points de deal et les dealers. Qu'est-ce qu'ils font les dealers en ce moment? Ils proposent l'ensemble des drogues à la vente, et pour les gens qui achètent un type de drogue, ils vont faire des offres promotionnelles pour genre 5 grammes de cannabis acheté, 1 gramme de cocaïne offert. Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des drogues qui créent davantage de dépendance et qui leur permettent d'avoir davantage de profit. Là, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Les personnes qui consomment absolument pas, est-ce que vous seriez tenté de tester du coup si c'était autorisé? Et les personnes qui consomment, est-ce que le fait de pouvoir en acheter en magasin, vous pensez que ça vous ferait consommer plus de cannabis? Je sais pas, je me posais la question. Là, il y a un gars qui a acheté. Ça, je te pose 2-3 questions, ça te dérange pas? Trop bien. Bon, ça a été, t'as eu ton premier achat? Ouais, ça y est, le premier achat, on va voir comment ça se passe, la qualité, si ça joue et tout. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Comment ça, c'est quoi, genre tes attentes? Que ça soit très bon au goût, et surtout que la défonce reste convenable, mais dans le sens où ça te termine pas trop la tête, mais vu que le pourcentage est dosé, donc normalement ça devrait jouer. David Castello-Lopez, votre question ce matin, est-ce une bonne idée de donner du shit aux animaux? Donc c'est en laissant dans le système mafieux à l'heure actuelle qu'on pousse justement à des consommations croisées. La légalisation pour éviter que des gens entrent dans d'autres types de dépendances que celles qu'ils ont, c'est une méthode efficace.
Par ailleurs, il y a un sujet, moi, dont j'ai pris conscience en faisant ce rapport sur le cannabis. C'est le rapport de la Société française à l'alcool. Il y a une drogue qui existe, qui est légale, qui s'appelle l'alcool, qui est vendue de manière légale, et on a réussi à faire baisser la consommation d'alcool dans les 30 dernières années. Comment on a fait? On a fait des politiques de prévention. Là, tu viens de rentrer dans un feu pour acheter du cannabis, c'est quand même fou. Non, c'est clair. Il y a 15 ans, tu m'aurais dit ça, j'y aurais pas cru. En vrai, c'est pro, et surtout, c'est pour le produit quand on sait que ça a été testé, qu'il n'y a pas d'impureté, qu'il y a un truc qui est régulé. Et genre juste pour la santé, ça fait vraiment plaisir. Comment t'as acheté toi du cannabis? Moi, comment je l'achetais? Par des contacts, t'envoies des messages, ils viennent. Moi, j'avais un ami qui me livrait, mais c'était par lui-même un autre ami, quoi. Donc, il était sûrement un dealer, quoi. C'est des mecs qui font pousser chez eux. Mais le changement d'ambiance, là, du coup. Là, le changement d'ambiance, c'est bizarre, avec la fiche technique, le ticket de caisse et tout. Oui. Ah non! Ils vont mourir. Quand j'avais 13 ans, Il nous en restera, Mathilde. Quand j'avais 13 ans, j'avais un chien qui s'appelait Jazz. C'était un beagle et il était d'une bêtise insondable. Et ça me faisait un petit peu de la peine qu'il soit bête parce que moi j'aurais aimé être fier de mon chien. J'aurais aimé pouvoir dire Théma, mon chien, il donne la patte. Théma, mon chien, il sait faire des smoothies. Théma, mon chien, il a un avis nuancé sur le conflit israélo-palestinien. Mais Jazz, que dalle. Et justement, on a appris aux gens petit à petit qu'est-ce que ça veut dire de consommer tant d'alcool par jour, qu'est-ce que ça veut dire de consommer tant d'alcool dans la semaine. On a dit aux gens, attention, ça c'est des comportements qui sont des comportements dangereux, voire morbides et qui peuvent tuer. 45 000 personnes meurent chaque année à cause de l'alcool. 75 000 à cause du tabac. Le coût social de l'alcool, c'est 100 milliards d'euros par an, et le coût social du tabac, c'est 150 milliards d'euros par an. Le coût social des drogues, c'est 7,7 milliards d'euros. C'est les chiffres de l'OFDT que je vous donne. C'est 7,7 milliards d'euros. Et une bonne partie de ce coût social, il est dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Parce qu'on y met des moyens qui sont des moyens considérables. C'est 17% du coût, en gros, qui est consacré à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Quand on a parlé un peu à tes potes, à ta famille, un peu que t'allais t'inscrire, je sais pas si t'en as parlé d'ailleurs, hein. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit un peu? Ma famille qui cautionne pas spécialement le fait que je bédave, est peut-être un poil content parce que voilà, au moins maintenant je bédave quelque chose qui est réglementé. Tu sens que ta consommation elle a changé là ou pas? Alors, je dirais pas qu'elle a changé, mais je dirais que là où avant je fumais que de la beuh de marché noir, maintenant je suis peut-être à 50-50. Okay. Je fume la beuh de l'État et je fume la beuh du marché noir parce que les prix restent quand même un peu exagérés pour pouvoir 100% me fournir ici. Et le fait d'avoir du cannabis sur toi et tout, ça te fait pas un peu... Ah non, ça par contre pas du tout, j'en ai toujours eu sur moi, donc... Oui, mais là tu peux te faire arrêter et puis... Ouais, mais j'ai ma carte. Ouais. Alors quand même, je rigolais beaucoup avec Jazz, notamment parce que Jazz mangeait sans broncher tout un tas de choses qu'on considère, nous les humains, comme pas mangeables. Du papier mouillé, par exemple, hein, miam, de la boue, un petit peu, et surtout ce que mes amis et moi on appelait... la fougnasse. La fougnasse, c'est une mixture qu'on avait inventée et qui consistait à prendre du jus d'orange, de l'emmental, des cacahuètes, des chips, du ketchup et n'importe quel autre ingrédient qui se trouvait à portée de notre main ce jour-là. Aujourd'hui, je vous donne mon avis, celui d'un médecin, sur le sujet du CBD. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin spécialiste sur la plateforme Charles.co. Depuis plusieurs années, il y a un intérêt de plus en plus grandissant pour le cannabidiol, qu'on appelle de façon abrégée CBD, et qui est l'un des nombreux composants cannabinoïdes contenus dans le cannabis. Mais les recherches pharmacologiques et les publications sur le CBD ont déjà commencé depuis les années 70. Donc, on utilise des moyens pour lutter contre quelque chose où on ne les utiliserait pas contre la consommation d'alcool ou la consommation de tabac. On n'enverrait pas des policiers essayer de traiter le problème de quelqu'un qui est alcoolique ou qui est dépendant au tabac. C'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est ces méthodes qu'on a mises en place sur l'alcool et le tabac qui fonctionnent. Donc pourquoi refuse-t-on d'essayer de les mettre en place sur la consommation d'autres types de drogues? Et par ailleurs, je signale quand même que dépénaliser les usages de stupéfiants, se concentrer sur le haut du spectre, c'est permettre de libérer des moyens et de police et de justice, précisément pour se concentrer sur les grands trafiquants. J'ai 9 grammes dans mon sac à dos. C'est très spécial comme feeling. Et concrètement, si je me fais arrêter ou contrôler par la police, je risque absolument rien.
J'ai ma carte qui stipule que je suis participant à ce projet pilote. Bon, forcément, il y a tout un tas de règles qui ne changent pas. Genre, je peux pas consommer dans la rue, etc. Il faut que je le fasse dans un endroit privé. Et genre voilà. Donc là, je vais rentrer et je vais faire un petit unboxing et voir un peu tous ces produits. On mélangeait tout ça dans un mixeur et on le servait à Jazz. Alors, est-ce que c'était moralement acceptable de faire ça? Moi, je dis sans doute, d'autant plus que Jazz avait l'air d'adorer la fougnasse. Mais admettons maintenant que j'ai ajouté dans la fougnasse un petit morceau de shit, parce que comment c'est trop marrant de voir Jazz complètement foncé. Pendant longtemps, et jusqu'à aujourd'hui, la limite entre l'utilisation récréative du CBD ou utilisation utile pour la santé, voire reconnue comme effet médicamenteux, cette limite n'est toujours pas clarifiée dans de nombreux pays. Mais les choses progressent et d'ailleurs, en juin 2018, il y a eu pour la première fois une autorisation donnée par l'Agence des médicaments américaine, la FDA, pour un médicament à base de CBD dans une indication spécifique et particulièrement dans les crises épileptiques réfractaires aux médicaments classiques. Je veux dire, ça m'a l'air d'être l'évidence en fait. Et quand on en discute de manière un peu posée, hors des petites phrases du type c'est l'encouragement à la consommation, ce que nous ne faisons pas, c'est le soutien aux dealers, ce que nous ne voulons pas. Enfin, quand on en discute de manière un peu posée, j'ai l'impression que de manière rationnelle, il y a quand même pas mal de gens qui disent « Ah, peut-être que vous avez raison finalement ». Et c'est pas une logique de gauche ou de droite, c'est une logique d'utilisation des moyens de l'État et d'efficacité dans l'action publique. Voilà. Bon, les amis, on se retrouve à domicile. C'est très particulier de se dire d'avoir installé tout setup pour tester le cannabis de l'État. Bon, ce que je vous propose, c'est que moi, je suis pas chaud à tester la plus forte là tout de suite, ni la moins forte. Donc, on va tester celle du milieu, la Gamma. Voilà ce qu'il y a dans un paquet de Gamma, 3 grammes. Je vais prendre mon grinder PNL. On va mettre une petite tête là, une autre petite tête là. Bon, je l'ai jamais fait, mais admettons que je l'ai fait. Est-ce que ça aurait été acceptable? Eh ben, bof quand même. Pourquoi? Eh bien parce que comme les animaux n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas donner leur consentement à la drogue. Alors après, vous me direz, ils donnent pas non plus leur consentement pour qu'on les transforme en carpaccio, mais la drogue, ça pourrait être vu comme un mauvais traitement. Or, maltraiter les animaux, c'est souvent considéré comme encore pire que les tuer, puisqu'encore une fois, n'ayant pas conscience d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas concevoir au même titre que nous le principe de la non-existence, tandis que leur douleur, pour le coup, c'est trait pour trait la même que la nôtre. Bam, de la philo dans votre visage à 8h55. Tout d'abord, les crises épileptiques réfractaires et résistantes aux traitements médicamenteux habituels. Deuxièmement, dans certaines douleurs, et en particulier les douleurs liées à des maladies cancéreuses, ou maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, ou maladies ostéo-articulaires comme de l'arthrose par exemple. Troisièmement, sur les contractions musculaires douloureuses, que ce soit suite à des maladies neurologiques ou suite à des activités sportives intenses. Quatrièmement, il y a également les douleurs liées à l'endométriose qui semblent diminuer avec le CBD, même si, pour le moment, nous n'avons pas encore de preuves définitives sur ce plan. Juste pour terminer, parce que c'est un point qui remonte souvent, on nous dit toujours « et les mineurs dans tout ça ». Ah oui. Je crois qu'on n'incite jamais les mineurs à fumer du tabac, on les incite pas à consommer de l'alcool, et c'est la même chose pour les drogues. Et si on veut vraiment bien les prendre en charge, c'est aussi d'avoir un meilleur volet de prévention et d'accompagnement. Et d'ailleurs, le modèle québécois a démontré que ça marchait. Oui. Je le mets volontairement sous la table parce que c'est ce qu'on nous répond à chaque fois. Et je rappelle que personne n'incite dans notre pays un mineur à consommer de l'alcool, du tabac, aller vers la prostitution, parce que justement, on sait faire de la prévention et un accompagnement intelligent. Et on part de ce même principe-là, et qu'on soit clair. On veut faire en sorte que cette spirale de début de consommation s'arrête. Et c'est pour ça qu'un marché légal permet de mieux accompagner. Have you been smoking marijuana? Marijuana is illegal, I know that. That's right. For now. In a couple of years, things may change when all the kids grow up and start wearing ties and going to the polls. Marijuana's going to be like liquor, packaged and taxed and sold right off the shelf. I doubt it, Mr. Shipley. Comme ça, 3. Voilà, l'ambiance elle est bizarre. Je vous jure. J'en ai fait des tournages, j'en ai fait des reportages, mais l'ambiance elle est trop chelou. Mais concrètement les amis, dites-vous que là c'est un projet pilote, mais que potentiellement ce qu'on est en train de vivre là, bah, c'est peut-être ce qui va se passer en Suisse dans les prochaines années. C'est presque qu'on teste un truc un peu en avant-première pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler.
Putain, je fais ça n'importe comment. Je sens que je vais me faire juger en commentaire. Bon bah c'est parti. Pourtant, dans plein de pays du monde, on donne du cannabis aux animaux. Pourquoi ? Eh bien, vous vous en doutez peut-être, parce que de la même façon que dans certains cas, le shit peut soigner les gens, eh ben, il peut aussi parfois soigner les animaux. Cinquièmement, le CBD a également été testé dans certains troubles psychiatriques, avec des résultats plutôt intéressants dans certaines maladies comme la schizophrénie par exemple, ou dans certains états de stress post-traumatique, ou encore des états d'anxiété généralisée. Ça a été également testé dans certains troubles compulsifs qu'on appelle couramment les TOC. Sixièmement, le CBD a également été étudié avec des effets prometteurs pour aider les personnes addictes aux opioïdes à arrêter cette addiction, mais cela nécessite aussi une confirmation. Parce que la personne est présente, on sait ce qu'elle achète, combien elle achète, quand elle achète, comment elle achète et comment on va pouvoir l'accompagner pour limiter cette consommation-là. Débat que nous n'avons pas aujourd'hui vu que personne ne les prend en charge. Look, I don't mean to be disrespectful, but it seems to me there must be better things for cops to do than chase down wild rumors about something as innocent as marijuana. Why don't you go after the big bad guys, the heroin peddlers? I won't argue with you about them. They should be stopped. That's right. We'd like to put them out of business. That's why we're here. What do you mean? We're trying to keep them from getting a new customer. Je fume du cannabis acheté en toute légalité, chez moi, sans problème, sans rien. Je sais même pas si elle est bonne, en fait je n'arrive pas à savoir encore qu'est-ce qu'un bon joint et un mauvais joint. Mais là en tout cas ce qui est sûr, c'est que je sais où je l'ai acheté, j'ai toutes les informations sur ce que je consomme, alors que ce soit bien ou pas, mais au moins je sais que je diminue les potentiels risques que tu peux avoir en achetant du cannabis dans la rue ou à des gens dont tu sais pas vraiment. Septièmement, sur le trouble du sommeil. Le CBD semble apporter un bénéfice, même s'il ne devrait pas se substituer à une thérapie cognitive du sommeil. Enfin, dans certaines situations d'anxiété de la vie quotidienne, comme par exemple parler en public ou d'autres situations stressantes pour une personne de ce type. Les éléments que je viens de vous citer ont apporté dans l'ordre un minimum de preuves permettant de dire que le CBD pourrait être utile ou au minimum intéressant à explorer dans ces situations. Vous savez, c'est beaucoup plus efficace, et ça c'est ce que nous ont dit les addictologues, c'est beaucoup plus efficace de parler des risques associés à la consommation, c'est-à-dire de dire à quelqu'un, attention, si tu prends de la cocaïne par exemple, qui peut être coupée avec du fentanyl, l'un des risques c'est que tu meurs. Voilà, faut dire les choses cash. C'est ça qui peut se produire quand les gens prennent des drogues qui sont coupées avec d'autres sans forcément savoir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. C'est plus efficace de dire aux gens attention, tu peux mourir, que de leur montrer un clip avec un doudou qui brûle. There's a big difference between marijuana and hard narcotics. Yeah, but it's only a small step. And everybody who takes a drink is going to be an alcoholic. We know that's not true, don't we? Let's face it, we're on opposite sides of the fence and there's nothing we can do about it. For you, if there's a law against it, it's wrong, black and white. I just don't see things that way, that's all. Well, you ought to give it a try, fella. It might keep you out of jail. Maybe, but we'll change the law someday, even though your friend here thinks we won't. Believe me, it's a new world. Your laws are as outdated as bustles. Laws are going to have to be changed to keep pace with the new morality. They'll change or we'll have to break them. Un marché noir, tu sais pas ce que tu achètes, c'est assez cher, c'est compliqué à avoir les produits, etc. Un marché légal, tu vas dans un magasin, il y a des gens qui te proposent des choses, c'est beaucoup plus intéressant. Donc en règle générale, toi ou moi, on aime beaucoup plus aller dans un marché légal qu'aller dans un marché illégal, tout ça. Donc en fait, c'est un bulldozer et ça ne va pas faire disparaître en 5 minutes un marché illégal qui existe depuis 50 ans, mais ça le renverse quand même très rapidement. Je dis shit parce que le mot est rigolo, mais je veux dire plus généralement cannabis. Depuis quelques années, dans certains endroits du monde, comme le Mexique par exemple, les vétérinaires, ils sont autorisés à donner un peu de cannabis à leurs animaux pour traiter différents problèmes. Il y a quelques temps, par exemple, il y avait une éléphante dans une réserve naturelle au Mexique qui avait des abcès aux pieds qui lui faisaient super mal. Hop, on lui a donné du shit, en l'occurrence du CBD, et maintenant, ça va mieux de ouf. Y a-t-il des risques particuliers à utiliser le CBD? On entend souvent dire qu'il n'y a pas de risque particulier avec le CBD, et pourtant, il y a des précautions importantes à connaître. La première précaution, c'est le fait de savoir que ça peut donner une somnolence ou une fatigue, en particulier lorsqu'on est très réceptif à cette molécule.
mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Parce que le fait qu'ils participent à financer les trafics, ils en sont à peu près au courant du fait qu'ils vont acheter à un dealer et que justement, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'acheter les choses à un dealer, et notamment pour la consommation de cannabis, sans doute qu'ils n'ont pas envie de financer le trafic illégal, les gens. Parce qu'ils ne sont pas très heureux du fait de voir qu'il y a des gens qui se font tuer justement dans les trafics. Donc, on nous reproche à nous une politique qui, pour l'instant, est celle qui sert les trafiquants. Parce que les trafiquants ne font pas de bénéfices sur le cannabis si jamais le cannabis est légal et qu'on a réussi à assécher le marché noir en légalisant le cannabis. Donc la politique de légalisation du cannabis que nous proposons avec mon co-rapporteur Ludovic Mendes, c'est pas un renoncement, c'est du courage politique. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au-delà des questions de santé publique, la légalisation du cannabis, c'est aussi une question de thunes, d'argent, de business. En Suisse, par exemple, le marché noir, ça représente 1 demi-milliard de francs par an. Et du coup, c'est 1 demi-milliard que l'État ne touche pas et du coup n'a aucun contrôle. De surcroît, oui, j'avais envie de sortir ce mot, en fait, il faut imaginer le coût que ça, en fait, de lutter contre ces marchés illégaux en termes de ressources pour la police, pour la justice, pour tous les mots qui se terminent en... On a comme ça donné du cannabis à des tortues, des hyènes, des serpents qui visiblement ont tous kiffé. Au zoo de Cali, en Colombie, il y avait un perroquet qui était tellement stressé par la vie en captivité qu'il arrachait ses propres plumes. Et ben les vétérinaires, ils lui ont un petit peu foncé la gueule et apparemment maintenant, il gère hyper bien. Ça peut donner également des effets secondaires de type gastro-intestinaux, c'est-à-dire diarrhée ou des nausées, des difficultés de digestion ou vomissements chez certaines personnes. Il y a aussi le risque d'interaction médicamenteuse, et en particulier d'interaction avec des médicaments psychotropes. Et dans ces cas-là, il y a le risque de ce qu'on appelle toxicité hépatique. Concrètement, pourquoi avoir instauré ce type de projet? Alors, l'idée vraiment, c'était, dans le contexte suisse, c'était de faire des études pour voir est-ce qu'on peut faire mieux que l'interdiction? Est-ce qu'on peut sortir les gens du marché noir sans avoir une énorme augmentation de la consommation? Puis en le faisant, ça c'est très important, réduire les risques. Derrière ça, il y a une autre question. Je te l'ai dit, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres régions, on légalise le cannabis. C'est une sorte de préparation à la légalisation du cannabis dans laquelle on réfléchit au type de modèle qu'on pourrait mettre en place si la Suisse légalise le cannabis. Alors attention, hein, en France, le vrai cannabis avec du THC dedans, c'est interdit d'en consommer nous-mêmes et c'est pas moins interdit d'en donner aux animaux. Donc ça sert à rien de dire mais monsieur l'agent, je vous jure, c'est pour mon furet, il a mal au genou. Non, ça sert à rien. En revanche, il n'est pas interdit de donner du CBD aux animaux, mais attention, parlez-en à votre vétérinaire avant, sinon vous allez faire n'importe quoi. C'est quoi cette toxicité hépatique? Toute personne qui prend plusieurs médicaments ou plusieurs molécules en même temps. Ces molécules vont être métabolisées par le foie, ce qui fait travailler le foie. Et au maximum, ça peut induire des anomalies au niveau du foie qu'on appelle hépatite médicamenteuse. Il y a également un doute sur l'impact du CBD sur la spermatogénèse. Et donc, pour le moment, nous ne pouvons pas conseiller le CBD chez des personnes qui sont dans un projet de grossesse. Tant qu'on n'a pas la preuve, il n'y a pas de conséquences sur la fabrication des spermatozoïdes ou leur fonctionnement. L'étude à laquelle Sacha participe va durer plusieurs années avant d'imaginer en fait un changement au niveau des lois en Suisse. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement il y a une 30aine de pays qui ont dépénalisé le cannabis, c'est-à-dire que c'est ok d'en posséder et d'en consommer personnellement. Au Portugal, par exemple, le but de faire ça, c'est qu'une personne qui consomme du cannabis va être vue comme quelqu'un qui a un problème de santé, un problème d'addiction, et moins comme un criminel. Et du coup, cette personne, elle va être prise en charge. Alors vous demandez sans doute, mais qu'est-il advenu de Jazz ? Eh bien, Jazz, il est mort en octobre 2006 d'une tumeur à la tête, et j'ai jamais su si toute la fougnasse qu'il avait ingérée y était pour quelque chose. Paix à son âme. Oui. Merci David Castello-Lopez. Enfin, le risque peut survenir aussi du fait que la régulation du produit CBD n'est pas aussi fiable que la régulation d'un médicament. Et donc, le fait de se retrouver avec des dosages inadaptés
est l'un des risques de l'utilisation de ce produit. Même si nous progressons dans notre connaissance médicale du CBD, il y a très peu de situations où nous pouvons recommander de façon officielle l'utilisation de cette molécule. Après, il y a d'autres pays qui sont allés encore plus loin en légalisant le cannabis, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir le droit d'en posséder et d'en consommer, il y a le droit de le produire et de le vendre. Après, il y a de nombreux rapports qui ont montré des résultats plutôt positifs dans les pays qui ont légalisé le cannabis, mais bien sûr, il y a des préoccupations et des défis qui ont été quand même signalés. Problématiques pour lesquelles le CBD peut apporter un bénéfice, et que je vous ai cité au début de cette vidéo, méritent que nous fassions davantage d'études pour approfondir et pour améliorer nos connaissances sur ce sujet. Non seulement cela nous permettra à l'avenir de dire définitivement le bénéfice ou non du CBD, mais aussi ça nous permettra de dire dans quel cas, pour quelle personne et à quelle dose il faut l'utiliser. En attendant, n'hésitez pas à demander conseil à un médecin si vous avez un doute sur la balance bénéfice-risque vous concernant. Bon les amis, on se retrouve pile poil un mois après l'ouverture du magasin. Je vous fais un petit feedback, un peu comment ma consommation a changé. Concrètement, je suis pas retourné au shop. Il y a eu un peu la hype du début, où j'en parlais beaucoup autour de moi. Ah ok, il y a ce projet, ah ok, maintenant je peux fumer du cannabis en toute légalité. Je pense que ce mois-là, j'ai un peu plus fumé que d'habitude. Je pense de par l'excitation du projet, etc. Il y a ce truc où maintenant que c'est à portée de main, c'est là. Je sais que j'ai un tiroir chez moi où il y a du cannabis et si je veux en fumer, je peux. Donc c'est un peu comme si tu avais une bonne bouteille ou je sais pas, une bière dans le frigo, tu sais qu'elle est là et si tu veux la boire à tout moment, tu peux.